Beauchamp est un prince maudit qui se cache de tous, car il tue tout ce qu'il touche, mais tout bascule quand il tombe amoureux de sa plantureuse domestique et doit trouver un remède pour enfin la croquer. Tout a commencé il y a des années, quand Beauchamp fut maudit par une sorcière, faisant mourir tout ce qu'il touchait. Depuis, il cherche un remède pour se libérer de cette malédiction et rentrer chez lui, loin de son exil familial. Mais il a un problème bien plus grand, sa plantureuse domestique Alice qui le tente sans cesse de la toucher, de l'embrasser, voire de la croquer jusqu'à ce que le lit implore pitié, ce que Beauchamp refuse, sachant qu'elle mourrait. Un matin, il se réveille et trouve Alice à ses côtés, lui présentant un petit déjeuner préparé avec amour. Quand il dit ne pas avoir faim, elle demande pourquoi il déteste les repas. Il avoue que depuis la malédiction, c'est le pire moment de la journée, sa famille s'asseyant toujours loin de lui. Puis, elle l'informe que son ami d'enfance, Philippe, compte lui rendre visite. Le jour des retrouvailles, Beauchamp panique et supplie Alice d'annuler, mais elle refuse, sachant son excitation, l'ayant vu répéter ses salutations tout seul. Il lui dit qu'après la malédiction, Philippe fut le seul à ne pas le fuir et espère qu'ils redeviendront amis. Pendant qu'il s'habille, Alice loue ses traits, de ses cheveux à ses lèvres, disant vouloir les embrasser, ce que Beauchamp refuse. Juste à ce moment, Philippe arrive avec ses valets. Beauchamp le salue chaleureusement, se souvenant des farces de Philippe lui jetant des insectes. En l'entendant, Philippe et ses hommes s'excusent vite et Beauchamp tente de les rassurer. Les gardes du corps protègent vite Philippe de son contact. Philippe dit qu'il pose, mais Beauchamp est triste, sachant qu'il le voit comme un monstre. Plus tard, Beauchamp demande pourquoi Philippe est là et il répond qu'il vient juste voir son vieil ami. Philippe reconnaît alors Alice, la fille de la gouvernante, et est surpris de la voir travailler ici. Juste à ce moment, Philippe sort un cigare et quand son homme allume une allumette, il heurte la table et renverse une plante en pot. Beauchamp la rattrape en plein vol, mais dans sa main, la plante meurt instantanément, terrifiant Philippe et ses hommes qui réalisent qu'ils doivent partir au plus vite. Cependant, juste avant de partir, Philippe prétexte d'aller aux toilettes pour qu'Alice lui montre le chemin. Seul, il la presse de s'enfuir avec eux, loin de Beauchamp, mais la jeune femme refuse catégoriquement. Philippe demande si Beauchamp la retient sous la menace, mais Beauchamp surgit et lui dit de rester loin de sa sublime domestique. Quand Beauchamp s'approche, Philippe l'arrête avec sa canne et le traite de monstre. Puis il révèle que la mère de Beauchamp l'a envoyé, car des rumeurs disent que son jeune frère héritera du titre familial. Il avertit Beauchamp que sa famille pourrait le couper entièrement, ajoutant que s'il a peur de lui, il est aussi triste pour lui. Après le départ des invités, Beauchamp sombre dans de sombres pensées, craignant que tous, même Alice, finissent par l'abandonner. Alice le trouve désespéré. Beauchamp avoue qu'il imagine toujours ses peurs quand elle est absente. Il dit n'avoir aucun droit de l'aimer, ne pouvant la toucher. Il cueille une rose blanche, se lamentant de ne pouvoir l'offrir sans la tuer, mais Alice prend la fleur fanée et lui dit qu'offrir une rose blanche morte signifie vouloir rester ensemble pour toujours. Puis Alice l'assure que sa présence est déjà plus précieuse que n'importe quel cadeau. Ému par ses sentiments, il jure en silence qu'un jour il lui passera lui-même une bague au doigt et fera d'elle sa femme. Le lendemain matin, le majordome Rob revient de son congé maladie et déclare reprendre du service. Il s'excuse auprès d'Alice de lui avoir laissé tout le travail, mais elle l'assure qu'elle savoure chaque seconde passée avec son maître. Pendant que Rob travaille, Beauchamp se souvient et apprécie qu'après sa malédiction, Rob fut le seul majordome à l'accompagner au manoir. Rob étant de retour, Alice n'a rien à faire. Elle demande à Beauchamp si sa présence le dérange et il répond que sa présence incontournable le distrait de sa lecture. Juste à ce moment, Rob apparaît avec le thé. Bien que Beauchamp s'inquiète pour sa santé, Rob le remercie de son attention et insiste qu'il va bien. Il ordonne à Alice de partager les tâches ménagères avec lui et en partant avec Rob, elle glisse à Beauchamp un petit clin d'œil coquin pour activer ses neurones de primate. Plus tard, Beauchamp pense que malgré son âge, la performance de Rob n'a pas diminué, mais soudain, Rob manque de le toucher, le prenant pour Alice. Rob explique que sa vue empire et Beauchamp lui rappelle que son grand âge commence à se faire sentir, mais Rob refuse de l'admettre. Beauchamp tente d'expliquer qu'il mourrait au contact, mais Rob peine à l'entendre, son ouïe aussi le lâche. À ce moment, Alice entre. Quand Rob la voit, il se penche très près pour la reconnaître, rendant Beauchamp jaloux de possessivité, jusqu'à ce que Rob réalise enfin que c'est elle. En reculant, Beauchamp heurte accidentellement un vase, mais Rob le rattrape et l'assure que même s'il vieillit doucement, ses compétences, elles, ne s'estomperont jamais.
Plus tard, Bokkchan s'adonne à son passe-temps favori, jouer du piano et composer. Il pense que si sa famille le déshéritait complètement, il pourrait devenir le prochain Mozart et gagner sa vie ainsi. Soudain, Alice apparaît juste à côté de lui. Elle s'excuse, disant ne pas pouvoir résister à l'écoute de son chef-d'œuvre. Bokkchan lui dit de se comporter plus normalement et quand elle s'approche trop, il lui ordonne de se concentrer sur son travail pour qu'elle le laisse en paix. Alice obéit et nettoie la cheminée. Mais étant un homme qui aime les choses douces et moelleuses, Bokkchan cède à son désir et la regarde discrètement. Cependant, Alice le prend sur le fait et Bokkchan l'accuse de l'avoir fait exprès. Pour ne plus le déranger, Bokkchan lui ordonne de s'asseoir à côté de lui et de profiter de sa musique. Quand il commence à jouer le chef-d'œuvre qu'il composait, Alice imagine le moment où il lui a donné la rose blanche fanée, la remplissant de réconfort sachant qu'il l'aime. Elle lui dit que la chanson est magnifique. Bokkchan avoue l'avoir composée pour elle et vouloir qu'elle l'entende. Gêné, il dit qu'il va faire une sieste et qu'elle devrait le réveiller pour le dîner. Mais avant qu'Alice ne parte, elle dit qu'elle l'embrassera pour la bonne nuit. Leurs lèvres s'approchent, presque à se toucher, mais Alice recule et dit qu'elle plaisante, laissant Bokkchan avec une sacrée gaule. Pendant ce temps, au domaine familial de Bokkchan, sa sœur Viola décide de partir en secret. Le lendemain matin, elle et ses valets font irruption dans le manoir, se moquant de lui et disant qu'il est toujours aussi laid. Sa présence fait paniquer Bokkchan, il appelle Alice, quand elle apparaît, il lui ordonne de jeter Viola dehors, mais Viola refuse, voulant parler à son frère. Ils partagent le thé et quand Bokkchan demande avec agacement quand elle partira, Viola dit qu'elle ne restera pas longtemps, sachant que leur mère serait furieuse de la savoir ici. Puis Viola demande à Alice de lui apporter plus de sucreries, ce que Bokkchan sait être son péché mignon et la cause de sa croissance sous la moyenne. Quand Alice s'éloigne, Viola remarque Bokkchan la regarder partir et le taquine sur son amour pour elle. Il l'admet et Viola commence à lui donner des conseils pour son apparence négligée, disant que, tout comme elle cache sa ligne de cheveux reculée sous sa frange, Bokkchan doit dissimuler les cernes qu'il a à force de se rincer l'œil la nuit. Ensuite, Viola rentre chez elle, disant qu'elle reviendra. Quand elle souhaite bonne chance à Bokkchan pour qu'il revienne un jour, il rougit, réalisant que sa sœur attend toujours son retour. En sortant, elle rencontre Rob, qui la salue chaleureusement et elle rougit fortement en voyant le beau parti qu'elle a toujours voulu croquer. Elle dit être venue aussi pour lui. Quand Rob lui accorde de l'attention, Bokkchan remarque à quel point Viola craque toujours pour les beaux hommes plus âgés. Des heures plus tard, Bokkchan panique en trouvant un chat noir dans le manoir et supplie Alice de l'enlever. Alice le taquine d'être une poule mouillée face à un chat, mais Bokkchan l'assure que ce qu'il craint, c'est de le toucher. Quand Alice s'approche, le chat accepte sa chaleur et commence aussitôt à pétrir ses généreux arguments, rendant tous les spectateurs jaloux. Il remarque un collier et se demande s'il a un propriétaire. Mais avant de vérifier, le chat voit Bokkchan et se met à le poursuivre, le faisant hurler de peur qu'il ne le touche. Il passe devant Rob qui se joint à la chasse, mais avec sa mauvaise vue, il prend le chat pour Bokkchan. Quand Rob l'attrape, il réalise que c'est un chat et le relâche, faisant fuir Bokkchan de nouveau. Ils comprennent alors que le chat veut la cravate bolo de Bokkchan et le laisse jouer avec. Du collier du chat, ils trouvent un message leur demandant pardon. Alice ne comprend pas, mais Bokkchan, oui, réalisant que le propriétaire du chat s'est excusé de l'avoir abandonné. Ils le nourrissent en dehors et Bokkchan lui parle, disant qu'il sait ce que ça fait d'être laissé pour compte. Bientôt, d'autres chats apparaissent pour le rejoindre. Rob dit à Bokkchan que le chat a déjà trouvé une nouvelle famille. Ils informent Bokkchan que le thé est prêt et en partant, il regarde le chat heureux qu'il ait trouvé un foyer. Plus tard, Alice trouve Bokkchan seul dans la salle de bal. Il lui dit que, bien que vide maintenant, son grand-père aimait y pratiquer la danse. Et comme il était un danseur horrible, il s'entraînait toujours avec la mère d'Alice, la gouvernante en chef. Il voit cela comme le destin, d'être là ensemble. Quand Bokkchan demande nerveusement à Alice de danser, elle refuse, lui disant de demander correctement. Rassemblant son courage, il l'invite de nouveau en vrai gentleman et elle accepte. Sans se toucher directement, ils dansent seuls dans la salle de bal sombre, se mouvant passionnément toute la nuit. Après, où ils se tiennent au clair de lune, Bokkchan demande ce qu'elle pense de lui. Elle dit d'abord qu'il est important pour elle, mais il demande ce qu'elle pense de lui en tant qu'homme. Quand Alice dit l'aimer si profondément que les mots ne peuvent le contenir, Bokkchan ressent de la joie. Ils vont dîner, sachant désormais leurs sentiments mutuels. Le lendemain, Bokkchan joue au billard comme un pro absolu, tandis que les autres regardent et l'encouragent. Alice le rejoint. Pour leur tour, ils font un pari, le perdant devra faire ce que le gagnant lui demande. Au dernier coup, Bokkchan est sur le point de gagner, mais juste avant de frapper, Alice se penche et lui murmure à l'oreille de la mettre doucement dans le trou, ce qui ruine complètement sa concentration et lui fait rater le coup. Profitant de son échec, Alice empoche calmement la boule elle-même et gagne le match. À cause de leur pari, Bokkchan doit maintenant exaucer le vœu qu'elle choisira.
Son cœur bat la chamade d'excitation nerveuse en imaginant tout ce qu'elle pourrait lui demander, souhaitant secrètement qu'elle lui demande de la posséder entièrement sans retenue. Mais à sa surprise totale et légère déception, Alice lui demande simplement d'aller à un rendez-vous avec elle et de se promener en ville. Les femmes... Plus tard, pendant le thé, elle explique qu'un festival costumé aura lieu en ville et si Beauchamp porte un costume épais, personne ne pourra le toucher à travers. Bien qu'il soit anxieux d'être entouré de foule, Alice s'agenouille devant lui et le supplie comme un chiot de venir avec elle. Incapable de refuser sa supplique, il accepte. Le lendemain, ils arrivent en ville déguisés. Le costume de Beauchamp est renforcé d'acier de la tête aux pieds pour empêcher quiconque de le toucher, même s'il doit en supporter le poids. Mais quand il voit la tenue d'Alice, il complimente sincèrement sa mignonnerie, ce qui la fait sourire joyeusement. Voyant la foule, elle suggère d'annuler la sortie et de rentrer si c'est trop pour lui. Mais Beauchamp refuse, insistant vouloir exaucer son vœu et passer la journée avec elle, ce qui la rend heureuse. Alors qu'ils continuent de marcher, Beauchamp bouscule plus de gens dans les rues bondées, et pendant un bref instant où Alice détourne le regard, il est renversé et séparé d'elle. Alice commence à chercher frénétiquement. Pendant sa recherche, une femme masquée l'arrête et lui demande si elle est Sharon. Alice répond que Sharon est sa mère, pas elle. L'étrangère masquée la reconnaît aussitôt comme la fille de Sharon, mais part sans révéler son identité avant qu'Alice ne puisse l'interroger davantage. Pendant ce temps, Beauchamp erre, perdu dans la ville, jusqu'à ce qu'un garçon s'accroche soudain à lui, également perdu, et pleurant sa maman. Beauchamp n'a aucune idée de comment gérer la situation, étant lui-même égaré. Mais quand il remarque un piano proche, il décide que la musique pourrait calmer le garçon. Quand il commence à jouer une de ses mélodies, non seulement le garçon, mais toute la ville se rassemble, tant la musique est bonne. Cela se transforme en un événement festif où d'autres musiciens se joignent et d'autres dansent, remplis de rires et de célébrations inspirées par cette belle musique. Finalement, la mère inquiète du garçon arrive et le garçon la retrouve, alors Beauchamp arrête de jouer. Juste à ce moment, Alice surgit de sa cachette et est soulagée de le voir sain et sauf. Elle lui demande à nouveau s'il préférerait rentrer, mais Beauchamp la surprend en disant vouloir rester plus longtemps en ville avec elle. Ils font du tourisme et regardent de même un spectacle de princesse dans une tour. Puis, ils trouvent un vendeur de masques, et Beauchamp en trouve un qui ressemble exactement à son propre visage. Ils en sont amusés, et le commerçant explique que le design est basé sur le visage supposé de la mort incarnée, qui vivrait dans un manoir voisin. Les mots de l'homme blessent l'humeur de Beauchamp. Après leur départ, il essaie de se remonter le moral avec une glace, insistant qu'il n'est pas un monstre, mais juste un homme maudit. La glace est si bonne qu'il en offre une léchouille à Alice, mais quand elle le fait de manière trop sensuelle, il s'affole et lui dit d'arrêter de lécher les choses de façon provocante. Alice suggère ensuite de monter à la tour de l'horloge, expliquant qu'elle est vide à ce moment-là. Quand ils atteignent le sommet, Beauchamp est émerveillé par les magnifiques vues qui s'étendent en dessous. Alice partage une légende locale sur une princesse de la lune où un prince est enlevé par une sorcière et placé sur la lune loin de sa bien-aimée, tandis que la princesse envoie un baiser à la lune chaque nuit pour que leur amour ne s'éteigne jamais. Beauchamp imagine le prince lui rendant ses baisers de loin et l'histoire le rend inopinément triste. Quand Alice demande pourquoi, il avoue que, contrairement au conte, il se sent distant d'elle, même si elle est juste à ses côtés. Et parce qu'il l'aime tant, il désire désespérément la toucher pendant leur rendez-vous. Alice le rassure doucement. Être simplement près de lui la rend déjà heureuse et elle espère rester à ses côtés pour toujours. Cette nuit-là, Beauchamp reçoit un mot d'Alice lui disant de venir dans sa chambre s'il ne peut pas dormir. Espérant croquer quelques joues sucrées, Beauchamp s'y rend. Quand il l'appelle, elle l'invite à entrer, apparaissant avec ses pépéronis exposés et le troublant aussitôt, disant nonchalamment qu'elle dort normalement sans vêtements. Après qu'elle se soit habillée, il entre dans sa chambre agréablement parfumée. Elle lui dit qu'elle apaisera sa tension ce soir et il s'assied avec impatience, ne sachant à quoi s'attendre. Sur la table, il remarque sa petite culotte et pendant qu'elle lui sert le thé, il se demande si elle en porte une. Elle lui ordonne de s'allonger sur son lit. Alors qu'elle se penche vers son visage, il se prépare à une séance de langue, mais elle s'arrête soudain et lui dit d'aller dormir. Confus et déçu, il proteste intérieurement, mais elle explique qu'elle veut juste l'aider à dormir, comme son mot l'indique. Il se résigne et s'allonge. Avant de s'endormir, il lui demande de venir avec lui le lendemain car il a quelque chose d'important à lui montrer. Beauchamp emmène Alice en bateau pour observer une pluie de météores qui n'arrive qu'une fois par décennie. Il explique l'avoir vue il y a 10 ans et avoir toujours voulu la revoir avec elle à ses côtés. Alice est profondément heureuse de partager un tel moment avec lui et Beauchamp dit vouloir enfin lui avouer ses sentiments au lieu de les éviter comme d'habitude. Quand les météores commencent à traverser le ciel, Alice continue de fixer Beauchamp plutôt que les cieux. Quand il demande pourquoi, elle dit qu'il est plus beau que n'importe quel spectacle. Soudain, son chapeau s'envole avec le vent.
Alice se précipite après et manque de tomber par-dessus bord. À cause de sa malédiction, Beauchamp ne peut la retenir et elle plonge dans l'eau. Il s'excuse frénétiquement et tend la main avant de la retirer brusquement, se souvenant qu'il ne peut la toucher. Au lieu de cela, Alice l'exhorte à l'embrasser, déclarant que, contrairement à la princesse lointaine qui ne peut atteindre son prince, elle veut son baiser même si cela lui coûte la vie. Il hésite entre peur et amour, tandis qu'elle s'approche sans le moindre doute. Juste avant que leurs lèvres ne se rencontrent, il s'arrête, incapable de risquer sa vie. À ce moment, Alice fait délibérément chavirer le bateau, les envoyant tous deux à l'eau et déclarant qu'il a besoin d'exercice, c'est pourquoi elle le force à nager. Après avoir regagné la rive, elle lui demande s'il veut toujours se confesser, mais Beauchamp refuse, croyant que l'occasion est passée. De retour à la maison, il se réchauffe devant la cheminée. Alice l'invite ensuite à regarder une autre pluie de météores, ensemble dans 10 ans, et Beauchamp est heureux d'entendre qu'elle veut rester avec lui une décennie de plus. Le lendemain, Beauchamp se retrouve incapable d'arrêter de penser au baiser qu'il a refusé. Le souvenir se rejoue sans cesse dans son esprit, le remplissant à chaque fois d'un nouveau regret. Il craint qu'Alice ne soit fâchée contre lui ou qu'il ne l'ait blessé. Au matin, quand Alice et Rob entrent dans la pièce comme d'habitude, ses craintes semblent se confirmer. Alice se comporte complètement différemment. Elle évite son regard, garde une distance notable et ne le taquine plus avec ses généreux arguments comme à l'accoutumée. Beauchamp essaie de la provoquer pour qu'elle redevienne elle-même et le taquine comme toujours, mais Alice reste calme et distante, refusant de jouer le jeu. Ce changement le dévaste, se demandant où est passée l'Alice coquine habituelle qui aimait le tenter de la croquer et s'il a fait quelque chose de mal pour la faire fuir. Rob remarque la dépression inhabituelle de Beauchamp et lui demande ce qui le tracasse. Beauchamp avoue misérablement que l'ancienne Alice lui manque, mais Rob dit ne rien voir d'inhabituel chez elle. Cependant, quand Beauchamp regarde Alice de près, il remarque quelque chose d'inhabituel. Il ordonne donc à Rob de la toucher et là, il découvre qu'Alice a de la fièvre. Beauchamp emmène Alice dans sa chambre et l'installe au lit, s'excusant anxieusement de l'avoir trempée lors de l'incident du bateau. Non. Alice lui dit faiblement que ce n'est pas la raison de sa maladie, mais plutôt qu'elle l'a regardé dormir de l'extérieur toute la nuit, se rinçant l'œil jusqu'à s'endormir. Embarrassée, Alice lui demande de la laisser seule et de la laisser se reposer, mais Beauchamp refuse. Il insiste que, puisqu'il ne peut la toucher, il veut au moins rester à ses côtés et prendre soin d'elle comme il le peut. Quand il pose une couverture sur ses genoux, elle la serre fort, imaginant que c'est lui qui la tient, et cette vue émeut Beauchamp. Le lendemain, la neige commence à tomber. Alice se remet assez pour retrouver son entrain habituel. Elle invite Beauchamp à réchauffer ses mains froides entre ses généreux arguments bien chauds, mais il refuse en panique, insistant qu'elle mourrait s'il la touchait. Cette nuit-là, alors que Beauchamp se prépare à dormir, Alice lui enroule doucement une écharpe autour du cou. Il remarque qu'elle est neuve et elle avoue timidement l'avoir tricotée elle-même pour lui. Elle demande ensuite s'ils peuvent jouer ensemble dans la neige le lendemain. Ému par ses efforts et sa gentillesse, Beauchamp promet de le faire et ils scellent leur promesse d'un serment de petits doigts, l'écharpe posée sur ses épaules. Le lendemain matin, ils sortent dans la neige fraîchement tombée. Beauchamp est ravi du paysage enneigé, mais encore plus de la façon dont Alice est adorable sur ce fond blanc immaculé. Il ramasse une poignée de neige et la lui lance en riant. Quand elle atterrit et fond sur sa généreuse poitrine, il la regarde, choqué, alors qu'elle ruisselle entre ses courbes, la laissant toute gênée. À ce moment-là, Rob apparaît derrière eux et quand il lui demande ce que ses joues de vieille prune font là, il explique qu'il aimerait se joindre à leur jeu de neige. Sans hésiter, il commence à façonner un bonhomme de neige et voulant de l'aide, Beauchamp encourage Alice à rouler des boules de neige avec lui. Pendant qu'il travaille, Alice continue de le taquiner, faisant des commentaires un peu coquins sur la douceur des boules de neige dans ses mains. Elle dit à Beauchamp de se reposer pendant qu'elle et Rob finissent d'assembler le bonhomme de neige. Mais alors qu'elle a le dos tourné, Beauchamp lui lance une boule de neige en pleine figure. Elle esquive avec aisance et riposte instantanément, tirant des boules de neige à la vitesse d'une mitraillette, déclenchant une véritable bataille. Rob observe joyeusement Beauchamp rire et sourire librement, mais quand une boule de neige perdue le frappe, il n'a d'autre choix que de se joindre à la mêlée. Tous les trois passent la journée entière dans un joyeux chaos, s'effondrant de rire encore et encore au milieu de la neige. Après, Alice demande à Bakken de lui donner l'écharpe pour qu'elle puisse la laver, mais il refuse obstinément et s'enfuit, ne voulant pas se séparer de son merveilleux cadeau. Alors qu'elle le regarde partir, elle réalise soudain qu'une de ses boucles d'oreilles, la paire que sa mère lui a offerte, a disparu quelques cannes dans la neige. Elle essaie de sortir pour la chercher, mais le froid accable son corps affaibli. Beauchamp remarque sa détresse et comprend immédiatement. Sans hésiter, il sort seul dans la neige glaciale pour chercher la boucle d'oreille perdue. Il pèle monticule après monticule, creusant désespérément malgré le froid mordant. Son corps s'engourdit vite et finalement il s'effondre face contre terre dans la neige. À ce moment-là, une petite chauve-souris blanche passe devant le manoir, cherchant de la nourriture. Elle atterrit à proximité et se transforme en sa véritable forme. Elle aperçoit Beauchamp gisant immobile dans la neige et se précipite. Quand il reprend conscience, elle essaie de l'aider à se relever, mais il la
prévient d'urgence de sa malédiction, expliquant que le toucher l'enverrait directement à un concert de Michael Jackson, ou pire. Il lui dit ensuite qu'il cherche la boucle d'oreille perdue de sa femme de chambre, et en entendant cela, Cuff le félicite de se soucier autant de quelqu'un qui le sert. Elle lui suggère d'abandonner avant de mourir de froid, mais Beauchamp refuse, disant qu'il veut revoir Alice sourire. Il s'effondre une fois de plus avant de trouver la boucle d'oreille, et Cuff, impressionné par sa détermination, utilise sa magie de feu pour faire fondre des sections de neige, révélant ainsi le bijou enfoui. Quand Beauchamp se réveille à nouveau, il est confus de voir le sol dégagé, et Cuff lui montre la boucle d'oreille retrouvée. Peu après, Beauchamp fait entrer Cuff dans le manoir et lui offre nourriture et gratitude. Quand Alice apparaît, Boken les présente et explique comment Cuff l'a sauvé. Alice le réprimande férocement pour avoir risqué sa vie dans le froid, mais quand il lui présente la boucle d'oreille de sa mère retrouvée, sa colère fond, soulagé de récupérer son précieux héritage. Soudain, Cuff attrape Alice et l'entraîne, demandant à utiliser le bain. Laissé seul, Bakken commence à se demander pourquoi les deux filles mettent tant de temps. Son imagination s'emballe, les imaginant jouer à pierre-feuille-ciseaux avec seulement des ciseaux dans le bain, une situation plutôt piquante. Cette pensée le submerge et il se lance dans une performance de danse si soudaine et si joyeuse qu'on aurait presque envie de se rincer les yeux à l'eau de Javel. Juste à ce moment-là, les deux filles réapparaissent, le surprenant en plein spectacle, et Cuff les remercie pour le bain. Ensuite, il lui sert le dîner en remerciement d'avoir sauvé Bokshin, et pendant le repas, il l'interroge prudemment sur les sorcières. Cuff refuse d'abord, peu disposé à parler de son espèce. Cependant, quand Alice lui offre un dessert, Cuff cède immédiatement et commence à expliquer. Elle révèle qu'elle ne connaît pas la sorcière qui a maudit Bokshan et explique que les sorcières ne sont pas toutes alliées entre elles. Elle décrit comment les sorcières comme elle sont chassées par des chasseurs de sorcières humains qui les ciblent sans discernement. À la surprise de Beauchamp, elle confesse que son père était humain et a également été assassiné par ces chasseurs simplement pour avoir été associée à des sorcières. Parce qu'elle est mi-humaine, mi-sorcière, elle a été rejetée par les deux mondes, mais elle a tenu bon car elle avait un ami proche, un garçon qui est resté à ses côtés. En entendant cela, Bokshin se souvient que Philippe l'a traité de monstre et réalise à quel point leur solitude est similaire. Il la remercie sincèrement de l'avoir sauvée bien qu'il soit humain, et Cuff répond que sa détermination est ce qui l'a poussé à l'aider. Puis Alice revient avec la robe réparée de Cuff. Se souvenant de la mystérieuse femme masquée qu'elle a rencontrée plus tôt, Alice demande si toutes les sorcières portent des robes. Cuff confirme que oui et dit qu'il est rare que les humains s'habillent de cette façon. Bakken lui demande alors si elle sait comment briser sa malédiction, et Cuff admet que non, disant que son amie s'occupait toujours de ces choses car elle est une idiote complète comparée à lui. Bakken la taquine en disant qu'elle semble aimer beaucoup cette amie, ce qui fait rougir Cuff furieusement. Incapable de gérer ses sentiments, elle s'enfuit brusquement par la fenêtre sous forme de chauve-souris. Le lendemain, Alice visite les bonhommes de neige qui l'ont construit, façonnés pour ressembler à Boken. Elle se souvient silencieusement des jours d'enfance où d'autres enfants la harcelaient et où Boken seul restait à ses côtés pour la réconforter. Alors qu'elle contemple la figurine de neige, Beauchamp s'approche portant un parapluie pour la raccompagner. Quand il la remarque le fixer avec un désir ardent, il réalise à quel point elle souhaite qu'il puisse simplement la serrer dans ses bras. Le lendemain matin, alors qu'ils boivent le thé, Beauchamp remarque qu'Alice semble porter la même tenue de femme de chambre tous les jours. Il lui propose de lui en acheter une nouvelle, mais Alice rit et lui dit qu'en fait, elle change souvent. À sa grande surprise, elle explique que ce qu'il voit n'est que sa couche intérieure et qu'elle en a de nombreuses variations. Plus tard, Viola visite à nouveau le manoir et quand elle tombe sur Rob, elle est extrêmement troublée et ne sait plus comment se comporter. Boken lui rappelle que Rob est une vieille prune qui ne doit plus pouvoir bander, mais Viola accepte qu'elle soit tombée amoureuse de lui quand même. Oshin souligne aussi que Rob n'est qu'un serviteur, mais Viola lui claque de se taire et lui rappelle sa propre situation avec Alice. Juste à ce moment-là, Alice arrive avec des collations et pendant qu'elle grignote, Viola l'étudie attentivement, curieuse de savoir quel genre de fille elle est. Elle réprimande Alice, disant que si sa silhouette est impressionnante, elle manque d'un certain charme dans le département de l'attrait humain. Viola ordonne à Boken de détourner le regard pendant qu'elle enseigne à Alice sa méthode de charme, lui montrant comment faire une expression mignonne. Quand Alice y parvient enfin et montre son visage à Beauchamp, il manque de recracher son lait sous le choc. À ce moment-là, Rob apparaît et dit poliment à Viola qu'il est temps pour elle de rentrer chez elle. Avant qu'elle ne parte, Beauchamp suggère qu'elle essaie la même expression mignonne sur Rob. Viola accepte, mais quand elle essaie vraiment, elle perd complètement son sang-froid et ressemble à un vilain chien incapable d'être mignonne devant lui. Le lendemain, Viola revient et une fois de plus est toute chamboulée en voyant Rob. Le vieux majordome l'amène à la cuisine où Bakken aide Alice à cuisiner. Viola y voit une chance d'impressionner Rob en montrant ses talents culinaires, alors elle se jette à l'eau et propose son aide. Boken remarque son plan et l'associe à Rob pour faire du pain, mais Viola le traite de pervers pour avoir arrangé ça, même s'il essaie d'aider, tandis que Rob façonne la pâte. Viola pousse des petits cris de joie, admirant sa douceur et sa concentration. Puis Rob donne à la pâte la forme d'un petit chat et Viola est émerveillée par son talent, plaisantant qu'on dirait des jeunes mariés qui cuisinent ensemble.
Elle dit ensuite que Boshan a de la chance d'avoir Alice et Rob à ses côtés et espère qu'il pourra bientôt rentrer chez lui pour conserver le titre familial. Rob la remercie de penser du bien de lui et de se soucier de Bokshan. Plus tard, alors que Viola est sur le point de partir, Rob court après elle et lui tend un panier de leur pain frais, lui disant qu'elle est sur la bienvenue à tout moment. Quand elle l'ouvre, elle trouve le pain en forme de chat qu'elle a aidé à faire et le mange avec bonheur. Le lendemain, Boksen va patiner sur glace avec Alice. Chaque fois qu'elle glisse devant lui, elle lui lance une taquinerie espiègle. Soudain, un oiseau parlant atterrit à côté de lui et parle de son désir de faire tressauter la poitrine d'Alice. Au début, Bakken pense qu'il a pris un mauvais paracétamol, ce qui le fait halluciner. Mais l'oiseau demande s'il a vu quelqu'un qui a l'air perdu, et là, Bakken réalise que ce doit être l'ami que Kuf a mentionné, et qu'il la cherche. Alice patine vers eux et dit qu'elle a aussi rencontré quelqu'un. Avant qu'elle ne puisse expliquer, l'oiseau se transforme en une tête d'oiseau nommée Zane, qui révèle être une sorcière. Il essaie immédiatement de flirter avec Alice, mais Bokken le repousse, ne le laissant pas s'approcher de sa future maman de ses enfants. Zane se plaint qu'il adore les jolies filles, puisque Kuf l'ignore toujours et admet ouvertement qu'il aime les grosses poitrines, ce qu'il suppose que Bokken aime aussi. Bokken insiste qu'il préfère plutôt des cuisses plus douces que du beurre, ce qui fait qu'Alice prend rapidement des notes, l'air très intéressé. Zane s'inquiète alors de savoir où Kuf est partie et si elle est en sécurité, mais à leur grande surprise, des puissants chiots jumeaux d'Alice, Kuf, surgit. Alice révèle qu'elle était avec elle tout ce temps après l'avoir trouvée gelée dans le lac et l'avoir réchauffée. Pendant qu'Alice se repose, les autres essaient de patiner. Zane tente d'enseigner à Kuf, la taquinant en disant qu'elle devrait bouger plus gracieusement comme Alice au lieu de piétiner. Kuf se met en colère et lui brûle le visage avec sa magie. Les regarder rend Bochin jaloux, car il aimerait aussi pouvoir tenir les mains d'Alice. Quand Alice lui offre ses mains, il refuse, craignant de la blesser. Soudain, il glisse sur la glace, mais rit et dit qu'il s'amuse, ce qui rend Alice heureuse aussi. Pendant ce temps, Kuf serre Zane par derrière et le fait la tirer sur la glace. Elle entraîne Alice à les rejoindre et Alice demande ensuite à Bokshan de se joindre aussi, ou alors il s'accroche à ses manches et se laisse tirer en toute sécurité. Plus tard, avant de partir, les sorcières disent à Bokshan qu'elles veulent l'inviter à un rassemblement de sorcières afin qu'il puisse chercher celle qui l'a maudit. Alice demande à y aller aussi car elle veut en savoir plus sur la mystérieuse fille en robe qu'elle a rencontrée en ville. Bokshan hésite, mais Alice utilise l'expression mignonne que Viola lui a apprise et il cède. Cette nuit-là, Viola rend visite à Alice dans sa chambre et est choquée par les armes qu'elle cachait sous ses vêtements. Elles se détendent ensemble et Viola remarque une rose blanche fanée sur la table d'Alice, qu'Alice dit être son objet le plus précieux. Après le thé, Viola se blottit contre elle et dit que ça ressemble à une soirée entre filles. Alice demande ce que cela signifie, et Viola explique que c'est quand les filles partagent des secrets. Dans l'esprit d'une soirée entre filles, Viola admet qu'elle a le béguin pour Rob, et Alice est surprise mais dit qu'elle pense que Rob lui irait bien. Viola demande ensuite qui Alice aime, et Alice répond qu'elle a des sentiments pour son propre prince charmant. Viola rit, pensant qu'Alice parle de quelqu'un d'autre, ne réalisant pas qu'elle parle de son propre frère. Après des heures de bavardage, Viola confesse qu'elle a toujours voulu une grande sœur, puisque leur mère concentrait toute son attention sur les garçons. Juste à ce moment-là, Beauchamp apparaît, cherchant Viola. Alice lui dit qu'elle dort et suggère qu'il lui donne plus d'éloges et d'attention quand elle se réveillera, ce qu'il accepte de faire. Mais le lendemain matin, quand Beauchamp essaie maladroitement de la complimenter, Viola le traite de pervers. Le lendemain, à l'heure du thé, Bokshan dit à Alice que son uniforme le dérange. Elle essaie de montrer ses cuisses, mais il explique que c'est parce que ses épaules sont trop exposées. Alice essaie plusieurs tenues, mais Bokken n'en aime aucune. Elle déclare alors qu'elle va commencer à ne plus porter de sous-vêtements, et Bokken rejette cette idée en toute hâte. Plus tard, il se dirige vers le conservatoire abandonné. Bokken propose d'aider Alice à le nettoyer pour qu'il devienne une salle de lecture, mais quand il se retourne, elle sort déjà les outils de nettoyage. Utilisant sa malédiction, Beauchamp commence à faire faner les plantes autour de lui. Pendant qu'il travaille, il réfléchit à la façon dont la sorcière a imposé des règles strictes à la malédiction. Tout ce qui est en contact direct avec lui meurt. Pourtant, le contact à travers des vêtements épais n'a aucun effet. Pour Bokken, il est évident que la sorcière veut le contrôler. À ce moment-là, il remarque Alice admirer les belles fleurs à proximité. Malgré leur charme, elle lui demande d'utiliser sa malédiction pour les faire faner afin qu'elle puisse nettoyer. Cependant, après avoir vu à quel point elle les aime, Bokken tisse plutôt une couronne de fleurs avec les floraisons et la place sur sa tête. Elle le remercie chaleureusement, l'appelant un autre trésor qu'elle chérira pour toujours. Voir son bonheur renforce sa détermination à trouver la sorcière et à briser la malédiction, espérant qu'un jour il pourra rentrer chez sa mère et dîner à nouveau en famille. Pendant ce temps, Viola dîne avec les autres et se fait réprimander par sa mère pour son comportement peu féminin, mais Viola se contente de hausser les épaules. De retour au manoir, Beauchamp parcourt les couloirs quand il entend Alice se débattre avec quelqu'un. Il se précipite et la trouve en simple peignoir. Elle explique que le chat a volé sa robe préférée pendant qu'elle prenait son bain et Bokshan décide de l'aider à la récupérer. Alice insiste pour se joindre à la recherche, refusant d'attendre, mais comme elle a l'air bien trop appétissante, Bokshan drape son blazer sur ses épaules
Elle le porte à son nez, murmurant qu'il sent comme lui et il la presse rapidement d'avancer. Pendant leur recherche, Bokshin ne peut s'empêcher de fixer ses formes généreuses et elle lui propose, taquine, de les toucher. Juste à ce moment-là, il découvre le chat avec la robe d'Alice. La robe est complètement mâchée et il suppose que le chat a essayé de la transporter jusqu'à son nid. Bakken suggère qu'elle la remplace, mais Alice refuse, expliquant que c'est la robe même que Bakken lui a un jour complimentée. Finalement, elle laisse le chat garder la robe abîmée. Quand elle essaie de rendre le blazer de Bokken, il refuse et lui souhaite bonne nuit. Après son départ, elle jette un nouveau coup d'œil pour lui souhaiter bonne nuit tout en inhalant encore le parfum de son blazer. La nuit suivante, une lune de sang plane sur le manoir alors que Kof et Zane apparaissent pour escorter Bokshan au sabbat des sorcières. Ils le trouvent en train de faire ses bagages, mais Kaf brûle les valises, déclarant qu'il n'a besoin de rien, point barre. Alice demande si elle peut venir, et bien que Bokshan craigne le danger, Kaf et Zane acceptent nonchalamment. Puis Kuf leur tend des robes qui masqueront leur odeur humaine. Une fois qu'ils les portent, Rob apparaît soudainement inquiet pour leur sécurité. Bokken le rassure en disant qu'avec Alice à ses côtés, ils rentreront chez eux sains et saufs. Zane ouvre ensuite un portail dans un miroir, et quand ils le traversent, ils arrivent dans un autre monde rempli de sorcières rassemblées pour le sabbat. Bokshin regarde autour de lui avec effroi, réalisant que ces sorcières sont bien différentes de Kuf et Zane. Une balle heurte soudain son pied et une sorcière lui demande de la lui renvoyer. Quand il la ramasse, il se fige sous le choc en voyant que c'est un œil. Puis leur chef, Dalet, apparaît et Alice la reconnaît comme la femme masquée qu'elle a rencontrée en ville. Dalet remarque Kuf et Zane et demande qui les accompagne. Zane pousse Kuf à mentir et à prétendre qu'ils sont frères et sœurs, mais Kuf déclare bruyamment que Bokken et Alice sont leurs enfants, choquant tout le monde et irritant Zane au plus haut point. Dalet commence la réunion et Bokshan est surpris de les trouver détendus, les sorcières bavardant de choses futiles comme les abonnements Netflix et la fin imminente de l'économie. Bientôt, le rassemblement se termine, mais Bokshin n'a découvert aucun indice sur la sorcière qui l'a maudit. Les autres réagissent avec dégoût en apprenant que Zane aurait des enfants avec Kuf, qui est à moitié humaine, mais Zane sert Kuf contre lui et exige des excuses avec colère, avertissant ses sorcières ringardes de ne plus jamais l'insulter devant lui. Pendant ce temps, Dalet reconnaît Alice sous sa robe et exprime sa surprise qu'elle ait gagné la confiance de Kuf et Zane. Alice demande si sa mère a des liens avec les sorcières, mais Dalet répond que sa mère n'est qu'une connaissance mineure. Quand Bachan les rejoint, Dalet confirme qu'elle le connaît comme le garçon maudit. À son désespoir, elle révèle que la sorcière qui a jeté la malédiction est morte et la magie qui le lie est si forte que même elle ne peut la défaire. Elle leur conseille d'abandonner tout espoir, puis brûle la robe de Bokshan, le révélant comme humain devant tout le monde. Instantanément, les sorcières deviennent hostiles, forçant Bokshan et Alice à fuir. Une sorcière manque de capturer Alice avec de la magie végétale, mais Bokshan touche les vignes avec sa malédiction, les faisant faner et choquant l'attaquante. Zane ouvre rapidement un portail et avec les flammes de Kuf retenant la sorcière, il s'échappe, faisant de Zane et Kuf des ennemis de leur propre espèce. De retour à la maison, Bokshan s'excuse pour les ennuis, mais Zane en rit, disant que les sorcières se battent souvent entre elles et que maintenant ils peuvent zapper le sabbat pendant un moment. Il tente de se rapprocher d'Alice en disant qu'il la protégera toujours, mais la coquine l'ignore et est plus impressionnée par Bokken, le félicitant de l'avoir sauvée d'une sorcière. Kuf demande s'ils ont découvert quelque chose et bien qu'il n'ait trouvé aucune piste, Bokken dit qu'il comprend au moins mieux sa situation maintenant. Il demande ensuite pourquoi Kuf l'a tant aidé et elle admet qu'elle a souhaité se lier d'amitié avec lui après avoir été témoin de sa détermination dans la neige. Bokken dit aux deux sorcières qu'il veut aussi être leur ami et quand elles quittent le manoir, elles promettent de revenir mais la prochaine fois en tant qu'amis. Laissé seul, Bokken se sent de nouveau motivé à briser sa malédiction, mais Alice réfléchit qu'il est douloureusement solitaire de ne pas pouvoir toucher ceux qu'on aime, alors elle lui propose de la toucher partout, ce qu'il refuse rapidement. Le lendemain matin, Bakshan suggère à Alice de commencer à porter des vêtements blancs, notant à quel point ce serait différent de sa tenue noire habituelle. Pourtant, au moment où ils l'imaginent dans une robe de mariée blanche, ils font immédiatement à l'idée de l'épouser. Plus tard, à l'intérieur du manoir, Alice révèle qu'elle a acheté une marmite magique qui appartenait autrefois à une sorcière, et à l'intérieur de la marmite repose un mystérieux livre de recettes. Elle rassemble soigneusement chaque ingrédient listé et les prépare exactement comme indiqué. Pour éveiller la magie de la marmite, elle lui parle comme à une pick-me girl en quête d'attention qui aurait échoué à vendre ses charmes sur OnlyFans. Les compliments rendent la marmite toute gênée et elle se chauffe jusqu'à ce que l'eau bouille. Alice commence à ajouter les ingrédients un par un, formant une étrange soupe violette, et pendant qu'elle remue, Bokken continue de fixer la marmite jusqu'à ce qu'elle rougisse et le traite de pervers pour avoir regardé trop longtemps. Alice démontre ensuite d'autres capacités, disant à la marmite qu'elle est aussi chaude que Megan Fox à son apogée, ce qui la fait produire un épais écran de fumée. Ensuite, elle ordonne à Bokken de remuer, lui demandant de penser à des choses joyeuses en le faisant. Cependant, alors qu'il mélange la potion, tout ce qu'il peut imaginer, c'est Alice voulant utiliser son truc pour chatouiller ce cornichon crémeux. Et quand ils ont fini, Alice annonce fièrement qu'ils ont
recréer une potion destinée à briser la malédiction d'une sorcière. Elle prend une cuillerée et l'offre à Boken, et pendant qu'il boit la potion, bien qu'elle ait le goût d'eau d'égout, rien ne change. Pour confirmer, il touche une fleur qui se fane toujours instantanément. Bien que déçu, Boken remercie Alice d'avoir essayé, expliquant que ses efforts lui remontent le moral et le motivent à continuer de chercher des moyens de briser la malédiction. Puisque la marmite magique s'avère inutile, il décide de l'offrir à Rob. Quand la marmite le rencontre, elle est de nouveau toute gênée à l'idée d'appartenir à un tel beau gosse de majordome. Soudain, Viola apparaît et quand elle voit toute l'attention que la marmite reçoit, elle la poursuit par jalousie avec l'intention de l'utiliser pour faire ses besoins dedans. Ailleurs, Alice, en fouillant la bibliothèque, met la main sur une partition de musique particulièrement étrange et mystérieuse. Elle la rapporte aussitôt à Beauchamp, lui expliquant en détail qu'elle a été composée par un certain McFarlane. D'après la note qui y est attachée, si Beauchamp parvient à interpréter cette pièce sans la moindre fausse note, sa malédiction sera enfin levée. Beauchamp s'installe au piano et les doigts agiles, il entame la mélodie, tandis que les notes s'envolent, un minuscule compositeur se matérialise devant lui, se présentant comme McFarlane. Il prétend que seul Beauchamp peut le voir, mais quand McFarlane aperçoit Alice non loin, il se met à saliver, murmurant que ça fait des siècles qu'il n'a pas vu une femme aussi canon et pleine de vie. Il soulève malicieusement la jupe d'Alice qui, naïve, pense que c'est juste une brise coquine. Beauchamp, lui, perd toute concentration l'instant où il entrevoit ses cuisses. McFarlane continue ses manigances de vieux pervers envers Alice, mais au moment où il se penche pour l'embrasser, Alice lui plante soudainement les doigts dans les yeux. Il lui demande si elle peut le voir et même si elle jure que non, elle lui répond avec une telle désinvolture qu'on jurerait qu'elle le voit très bien. Pendant ce temps, Beauchamp s'efforce de toutes ses forces de se concentrer sur son talent le plus sûr, celui qu'il maîtrise le mieux, jouer du piano. Il met toute son âme à interpréter la partition à la perfection, bien décidé à briser cette maudite malédiction et à s'offrir un avenir radieux avec Alice. Une fois le morceau terminé, la partition et McFarlane s'évanouissent dans l'air. Le compositeur remercie Beauchamp de l'avoir délivré de sa propre malédiction, laissant notre pauvre Beauchamp furieux que ce ne soit pas la sienne qui ait été levée. Le lendemain matin, Beauchamp se rend dans la chambre d'Alice pour la chercher. Elle le salue, absolument ravissante et accroquée, ce qui le pousse à la presser de se vêtir au plus vite. Il se met alors à se demander si elle le considère seulement comme un homme. Il se remémore comment Violette lui avait un jour expliqué l'effet du pont suspendu, cette théorie qui consiste à faire battre le cœur de quelqu'un par la peur pour que cela soit confondu avec de l'amour. Beauchamp décide de mettre cette théorie à l'épreuve. Une fois Alice changée, il tente de lui faire peur mais elle ne bronche pas, ce qui le convainc qu'il doit redoubler d'efforts. Plus tard, il lui raconte une histoire terrifiante sur un animé nommé One Punch Man et, pire encore, son adaptation cinématographique absolument abominable mais elle reste de marbre. Il tente ensuite de lui montrer l'image d'une femme ensanglantée qu'il a vue jadis mais impossible de la retrouver jusqu'à ce qu'il la voie soudainement déjà accrochée au mur. Perplexe mais toujours aussi résolu, il essaie encore de l'effrayer, affirmant qu'un fantôme l'a déplacée. Mais si Alice n'a pas la moindre frayeur, elle tente de le rassurer en prétendant qu'elle a peur. Elle l'invite même à poser son oreille sur sa poitrine pour sentir son cœur battre et lui confie que son cœur s'emballe toujours quand elle est près de lui, ce qui secrètement le comble de joie. Alors qu'Alice s'éloigne, Rob lui demande si c'est elle qui a accroché le tableau à cet endroit. Elle avoue que oui, mais souhaite que Beauchamp n'en sache rien, histoire de pouvoir lui faire une bonne frayeur plus tard. Pendant ce temps, Beauchamp, lui, plonge son regard de plus en plus intrigué dans la toile sinistre. En reculant, il fait tomber accidentellement un vase. Au moment où il s'apprête à le ramasser, Rob l'arrête d'un geste ferme, lui expliquant que la plante qu'il contient appartient au manoir depuis la génération de ses fondateurs. Rob s'avance alors, menaçant, une hache à la main, et Beauchamp, toujours aussi terrorisé, prend ses jambes à son cou. Plus tard, Alice le découvre, recroquevillé dans un placard. Il lui avoue à quel point Rob devient terrifiant quand il est en colère, alors elle se glisse à ses côtés, se serrant contre lui pour se cacher ensemble. Bientôt, Rob apparaît non loin, et ils restent immobiles, silencieux, tandis qu'Alice se blottit encore plus près, lui murmurant qu'elle le protégera coûte que coûte. Dès que Rob s'en va, Beauchamp bondit hors de sa cachette et la réprimande vertement pour l'avoir presque touché, ce qu'elle a bien sûr fait exprès. Il cherche une autre cachette et Alice lui suggère de se cacher sous sa jupe. Oh, comme il aimerait s'y glisser pour humer le doux parfum de la cascade, mais il sait pertinemment qu'il ne peut pas. Soudain, Rob réapparaît et s'approche. Pensant à toute vitesse et profitant de l'âge avancé de Rob, Beauchamp imite la voix d'Alice, ce qui le dupe complètement. Après cela, il se glisse sous le lit de Beauchamp et Alice lui confie que son cœur bat la chamade, exactement ce que Beauchamp espérait secrètement. Elle tend lentement un doigt vers sa main, brûlant d'envie de le toucher, mais avant que leur peau ne se frôle, Rob les débusque et annonce une urgence. Il leur montre alors des bijoux récupérés du vase brisé, expliquant que, il y a fort longtemps, d'anciennes femmes de chambre avaient tenté de dérober les parures de la mère de Beauchamp. Comme elle l'avait dissimulé à l'intérieur du vase, elles n'ont jamais pu le récupérer. Les femmes de chambre félicitent chaudement Beauchamp d'avoir redécouvert ce trésor. Et si Beauchamp accepte volontiers les louanges, Rob lui rappelle qu'ils doivent encore aborder le sujet du vase cassé, et Beauchamp comprend qu'il va se faire passer un savon. Cette nuit-là, Beauchamp se réveille, mais il est en plein rêve, et surprise, Alice est là aussi. Elle lui explique que quelques instants auparavant, ils ont ouvert un mystérieux livre capable de briser les malédictions, libérant ainsi un esprit. Celui-ci leur a promis de lever la malédiction s'ils parvenaient à capturer un lapin blanc. Puisque c'est un rêve, Alice prend ses mains sans aucune gêne et les pose sur ses généreux atouts. Mais Beauchamp
Beauchamp sombre dans la déprime, réalisant qu'il ne ressent absolument rien. Soudain, le lapin blanc passe en courant et il se lance à sa poursuite, riant aux éclats et savourant cette liberté retrouvée. Après 7 longues heures, Alice lui dit qu'ils vont bientôt se réveiller. Toujours main dans la main, elle lui propose alors de partager un baiser, juste avant que ce rêve ne s'achève. Beauchamp se penche avec une impatience non dissimulée, rapprochant ses lèvres des siennes. Mais il se réveille brutalement, juste avant de pouvoir goûter à la douceur de ses lèvres. L'esprit qu'ils avaient invoqué entre dans une rage folle face à leur échec à capturer le lapin et leur intime l'ordre de ne plus jamais la déranger. Cependant, voyant Alice toujours profondément endormie à ses côtés, Beauchamp ferme les yeux une fois de plus, espérant de tout son cœur pouvoir replonger dans son rêve et poursuivre ce qu'il avait si bien commencé. Quelques jours plus tard, sous l'enseignement patient et dévoué de Rob, Cuff se rend au manoir pour apprendre à lire et à écrire. Elle désire plus que tout impressionner Zane et s'attirer ses compliments, nourrissant l'espoir qu'un jour il la considère comme sa future femme. Beauchamp demande où se trouve Zane. Cuff lui explique qu'après leur confrontation avec les autres sorcières, il a trouvé un emploi au cirque pour gagner sa vie. Après tout, là-bas, personne ne se soucie qu'il soit un phénomène de foire avec une bouche si particulière, voire difforme. Pendant ce temps, au sein du domaine familial de Beauchamp, Walter, son frère si séduisant, confronte Viola au sujet de ses visites trop fréquentes d'à Beauchamp. Viola insiste que cela ne le regarde absolument pas, mais Walter réplique que si, au contraire, car il est sur le point de devenir le nouveau chef de famille. Viola lui rappelle qu'il n'est que le second né après Beauchamp, une vérité qui le pique au vif. Elle ajoute que si Beauchamp parvient à briser la malédiction, il retrouvera sa place légitime. Walter confesse n'avoir jamais porté Beauchamp dans son cœur et en veut à leur mère de placer tous ses espoirs en lui, ce qui le laisse, lui, Walter, avec un profond sentiment d'infériorité. Il exige de savoir pourquoi Viola tient tant à voir Beauchamp, lui demandant si elle le préfère secrètement. Mais elle s'en va sans un mot, se contentant de dire qu'elle ne prend parti pour personne. Au déjeuner, lorsque leur mère s'enquiert de Viola, Walter ment en affirmant qu'elle est partie chez une amie. Mais en son fort intérieur, Walter se jure de prouver qu'il est bien supérieur à Beauchamp. Plus tard, lorsque Viola arrive au manoir de Beauchamp, elle tombe sur Cuff qui se présente comme une artiste de cirque, mais Viola la soupçonne aussitôt d'être une cambrioleuse en train de fomenter un coup. Elle se jette pour plaquer Cuff, mais rebondit de plein fouet sur sa généreuse poitrine. Viola recule à la fois de douleur et d'incrédulité face à la douceur et à l'ampleur de cette poitrine. Pendant ce temps, Cuff, persuadée qu'elles ne font que jouer, lui tend joyeusement la main pour l'aider à se relever. Voyant là une nouvelle opportunité, Viola charge de nouveau, mais Cuff, toujours dans l'idée d'un jeu, la repousse en riant, frustrant Viola au plus haut point. Finalement, Viola parvient à plaquer Cuff au sol, déclarant qu'elle ne la lâchera pas. Mais Cuff, imperturbable, lui répond calmement qu'elle va faire la sieste. Viola n'arrive pas à concevoir un tel sang-froid, mais Cuff lui fait remarquer qu'elle sait que Viola est la sœur de Beauchamp, car elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Viola est furieuse de cette comparaison. Pourtant, Cuff fait l'éloge de Beauchamp, le décrivant comme un homme bon, et demande à Viola si elle apprécie son propre frère en tant que personne. Gênée et rougissante, Viola s'apprête à répondre juste au moment où Beauchamp et les autres ouvrent la porte. Voyant les deux jeunes filles emmêlées sur le sol, ils referment la porte d'un coup sec. La panique submerge Viola à l'idée que Rob puisse mal interpréter la scène et croire qu'elle, aime les ciseaux. Une fois la confusion enfin dissipée, elle s'excuse platement auprès de Cuff de l'avoir accusé de cambriolage. À cet instant précis, Rob prend délicatement une mèche de cheveux de Viola et en ôte la poussière. Viola est si folle de joie qu'elle se précipite à la fenêtre, hurlant que ses rêves les plus chers sont enfin devenus réalité. Cette nuit-là, Beauchamp joue aux échecs avec Alice et elle le taquine sans cesse, lui demandant d'être doux avec elle, ce qui le fait presque déborder d'émotion. Tandis que la neige tombe doucement derrière la fenêtre, Alice se remémore le jour où elle est arrivée pour la première fois au manoir, le jour même de leur retrouvailles. Après avoir été frappée par la malédiction, Beauchamp elle a tenté de lui rappeler leur lien d'enfance, mais Beauchamp n'a rien voulu entendre, prétendant même ne pas la connaître. Elle a persisté, lui racontant comment elle avait déménagé chez sa tante après le décès de sa mère, espérant ainsi raviver sa mémoire. Mais il a continué à tout nier en bloc. Avant de partir, Alice lui a dit qu'elle se souvenait encore de la douce bonté qu'elle avait jadis vue dans ses yeux. Après son départ, Beauchamp est resté seul, profondément malheureux et enragé, suppliant qu'on le laisse dans son isolement. Plus tard, à la demande d'Alice, Rob l'a conduite à la cabane abandonnée, lui conseillant de ne pas trop brusquer Beauchamp et l'a officiellement accueilli au manoir. Le lendemain matin, Beauchamp l'a interpellé au sujet de son uniforme de femme de chambre, affirmant qu'il en montrait beaucoup trop. Elle a répliqué en le taquinant avec son corps, ce qui a complètement fait disjoncter son cerveau face à ses charmes. Mais il a vite claqué qu'il la détestait et lui a ordonné de ne surtout pas le suivre. Pourtant, elle l'a observé en secret, le voyant tenter de jouer du piano sans succès. Plus tard, elle lui a apporté le dîner et quand il l'a refusé, elle lui a demandé s'il la haïssait vraiment. Beauchamp a alors avoué qu'il se sentait indigne de vivre avec une telle malédiction et qu'elle ferait mieux de trouver quelqu'un de plus méritant à servir. Cependant, Alice a balayé ses paroles d'un revers de main et s'est contentée de complimenter son apparence avant de s'en aller. Après cela, elle s'est entretenue avec Rob. Et bien qu'il ait eu une profonde compassion pour ses épreuves, en particulier la perte de sa mère, Alice a insisté que sa propre vie restait bien plus clémente que les tourments de Beauchamp. À cet instant précis, Beauchamp est apparu, exigeant qu'elle l'accompagne sur le champ. Il l'a traînée de force jusqu'à sa chambre, un véritable taudis, et lui a ordonné de la nettoyer de fond en comble en 3 jours, sous peine d'être renvoyée. Il l'a laissée là, seule, au milieu de l'obscurité et du désordre le plus total, une tâche qui semblait insurmontable, mais se remémorant la chaleur que Beauchamp avait jadis dégagée, Alice a trouvé la force et la détermination de s'y atteler.
À la stupéfaction totale de Beauchamp, elle avait remis la pièce entière en état en une seule nuit. Désespérée, il lui a dit de partir pour son propre bien, mais elle s'est assise à ses côtés et lui a confié qu'elle désirait ardemment rester auprès de lui. Quand il lui a demandé jusqu'à quand, elle a simplement répondu qu'elle resterait jusqu'à ce que ses larmes cessent de couler. Ce jour-là, puisqu'Alice refusait obstinément de partir, Beauchamp a décidé de s'en aller lui-même. Il a erré, perdu, au cœur d'une tempête de neige déchaînée, prêt à y laisser sa vie. Il s'est remémoré la promesse de la sorcière de le rendre incapable d'être aimé et au plus profond de son être, il a pleuré de ne jamais pouvoir aimer qui que ce soit. Soudain, il a glissé et s'est effondré dans la neige. Plutôt que de se relever, il est resté là, inerte, espérant que le froid finirait par l'emporter. Dans cette brume glaciale, il s'est soudainement rappelé qui était Alice et a ardemment souhaité pouvoir la revoir. À cet instant précis, Alice est apparue à ses côtés, le ramenant de justesse des portes de la mort. Il l'a supplié de le laisser mourir, mais elle lui a jeté une poignée de neige au visage et l'a réprimandé sévèrement pour avoir gâché sa vie. Elle l'a imploré de prendre en compte les sentiments de ceux qui tenaient à lui. À cet instant précis, il a compris qu'elle tenait à lui et il a désiré une vie où elle aurait toute sa place. Elle lui a tendu la main et Beauchamp l'a accepté, choisissant un avenir où le bonheur à ses côtés pourrait enfin exister. Plus tard, alors qu'il se réchauffait de bien au chaud à l'intérieur, Rob a exprimé son immense soulagement de les savoir sains et saufs et a demandé s'ils s'entendaient enfin un peu mieux. En regardant Alice, Beauchamp a avoué ouvertement devant elle et Rob qu'il l'aimait. De retour au présent, Alice capture le roi de Bokshan aux échecs après qu'il se soit complètement laissé distraire par elle. Il soupire alors, affirmant qu'il est tout bonnement impossible de ne pas perdre sa concentration quand une personne aussi adorable est assise juste en face de vous. Plusieurs jours plus tard, Viola demande à Beauchamp et Alice quel genre de cadeau de Noël elle pourrait bien offrir à Rob. Elle suggère une paire de lunettes, à cause de la vue un peu particulière de Rob, tandis qu'Alice, elle, propose un simple mouchoir. Viola est immédiatement conquise par l'idée d'Alice et s'empresse de courir en acheter un. Plus tard, alors qu'Alice s'habille, elle confie à Beauchamp qu'avec l'approche de Noël, ils organiseront une petite réception au manoir à laquelle Kuf et Zane seront bien sûr présents. Beauchamp s'inquiète de sa tenue, mais Alice le rassure, lui disant que tout ira parfaitement bien. Pendant ce temps, Viola souhaite un joyeux Noël à sa mère, mais la vieille mégère la réprimande vertement pour être constamment absente de la maison, sans la moindre explication. Elle demande à Viola de rester avec la famille pour Noël, et Viola accepte, du moins dans un premier temps. Pourtant, lorsque sa mère la réprimande froidement pour son comportement jugé enfantin, Viola se fige, s'excuse et refoule profondément ses sentiments. Malgré cette altercation, elle décide tout de même de se rendre au manoir de Beauchamp, faisant fi des paroles acerbes de sa mère. À son insu, Walter a déjà eu vent de son plan. Il se déguise en cocher de la calèche qui doit emmener Viola au manoir, bien décidé à revoir son frère maudit et à prouver une bonne fois pour toutes qu'il est le véritable héritier légitime de la famille. De retour au manoir, Beauchamp et Alice sont en pleine discussion sur le menu de leur fête de Noël. Quand Alice évoque le Père Noël, Beauchamp l'imagine aussitôt vêtu d'un costume de Mère Noël, lui offrant le cadeau que tous les hommes désirent ardemment, car après tout, il a été un très bon garçon cette année. À cet instant précis, Kuf et Zane font leur apparition transportant un magnifique sapin de Noël. Zane tente aussitôt de charmer Alice, mais Kuf le projette sans ménagement au sol. Quelques instants plus tard, Kuf parle avec une ferveur débordante de sa rencontre avec le Père Noël et les autres réalisent qu'en dépit d'être une sorcière, elle croit véritablement à son existence. Pendant que les filles s'affairent à décorer le sapin, les garçons, eux, s'occupent des décorations de la pièce. Zane ne peut s'empêcher de lorgner les formes généreuses d'Alice, ce qui pousse Beauchamp à le sommer d'arrêter. Zane reporte alors son attention sur Kuf, remarquant que bien qu'elle soit totalement incompétente en matière de décoration, elle est en réalité très mignonne et disons plutôt bien pourvue en atouts. Beauchamp l'encourage à le lui dire sans détour, mais Zane refuse catégoriquement de peur de gâcher leur précieuse amitié. Zane propose alors une farce, envelopper Alice dans un ruban brillant comme si elle était elle-même le cadeau. L'imagination de Beauchamp s'enflamme à cette idée, le tentant au plus haut point. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, Kuf surprend la conversation et le foudroie littéralement pour son idée. Une fois le sapin terminé, Kuf réveille avec une excitation débordante Zane qui s'était assoupi pour lui montrer sa création. Se souvenant du conseil de Beauchamp, Zane lui caresse doucement la tête et lui dit que l'arbre est aussi magnifique qu'elle. À son grand désarroi, elle semble dormir debout et n'a rien entendu. Alors, il la dépose délicatement sur le canapé, ignorant qu'elle est en réalité bien éveillée et qu'elle a tout, absolument tout entendu. Cette nuit-là, Viola arrive au manoir et se précipite à l'intérieur, impatiente de remettre son cadeau à Rob. Lorsque Walter descend de la calèche, il trouve le cadeau qu'elle a fait tomber. Il suppose aussitôt qu'elle avait l'intention de l'offrir à Beauchamp, le considérant comme supérieur. Il se faufile discrètement dans le manoir, veillant à ne pas être aperçu, et en explorant les lieux, il découvre un costume de Père Noël abandonné là. Poussé par la curiosité, il l'enfile pour voir ce que ça fait d'être le Père Noël. Soudain, Kuf surgit. En voyant le costume, elle est persuadée que Walter est le véritable Père Noël et est folle de joie. Pour éviter d'être démasqué, Walter lui tend le cadeau qu'elle avait fait tomber, ce qui la comble de bonheur. Il tente de s'éclipser, mais Kuf le suit avec une insistance déconcertante. Alors qu'il essaie de lui échapper, il est le témoin de sa transformation en chauve-souris et réalise alors qu'elle est bel et bien une sorcière. Elle le traîne sans ménagement vers la cheminée, l'incitant vivement à poursuivre sa distribution de cadeaux. Pendant ce temps, Viola est complètement désemparée d'avoir égaré son cadeau. Apercevant Zane, elle enfouit son visage dans sa douce fourrure d'oiseau pour trouver un peu de réconfort. Bientôt, Alice et Rob arrivent. Rob explique alors qu'il était censé incarner le Père Noël, mais que son costume s'est volatilisé. Soudain, quelqu'un dégringole de la cheminée. Et quand il s'avance, c'est Walter en personne. Il tente de maintenir l'illusion du Père Noël, mais tout le monde le reconnaît instantanément. Il retire alors le costume et se déclare avec audace le rival de Beauchamp. Beauchamp remarque chaleureusement à quel point Walter est devenu séduisant après toutes ces années de séparation. Et quand il avoue même l'envier, Walter s'emporte.
porte, rejetant sèchement le compliment. En balayant la pièce du regard, Walter aperçoit Zane et le reconnaît aussitôt comme une sorcière. Il en conclut que Beauchamp est incapable de diriger la famille, puisqu'il ne parvient pas à briser sa malédiction, même entouré de sorcières comme Zane. Juste à ce moment, Cuff arrive sans reconnaître Walter. Viola aperçoit le cadeau dans les mains de Cuff et le réclame comme le sien, mais Cuff insiste que c'est le Père Noël en personne qui le lui a offert, déclenchant une vive dispute. Ne percevant aucun danger immédiat, Alice et Rob s'éclipsent pour préparer le dîner, laissant Walter seul avec Beauchamp, tandis que Zane fait une petite sieste et que les filles se chamaillent pour le cadeau. Walter déclare à Beauchamp qu'il est indigne d'hériter du patrimoine familial. Beauchamp lui répond qu'il le sera une fois qu'il aura brisé la malédiction et retrouvé l'estime de leur mère. Walter confesse avoir toujours vécu dans l'ombre de Beauchamp comme un simple frère de rechange, et maintenant que Beauchamp est maudit, il souhaite ardemment qu'il ressente ce même sentiment d'être mis de côté. Pendant ce temps, la dispute entre les filles s'envenime, et pour convaincre Cuff, violemment en affirmant que le cadeau est porteur d'une terrible malédiction. À sa grande stupéfaction, Cuff le brûle sur le champ. Beauchamp réagit aussitôt, éteignant les flammes et rendant le cadeau à Viola. Viola remercie timidement Beauchamp et observant sa réaction, Walter défie Beauchamp, déclarant que celui qui parviendra à briser la malédiction de Beauchamp en premier revendiquera le rôle d'héritier, ce que Beauchamp accepte sans la moindre hésitation. Walter tente une sortie des plus dramatiques, mais il s'écrase lamentablement contre le sapin de Noël, ruinant sa contenance et perdant toute son aura. Plus tard, la fête de Noël bat son plein. Ils partagent de délicieux mets et une compagnie des plus joyeuses, et Viola parvient enfin à offrir son cadeau à Rob, qu'il apprécie sincèrement et profondément. Une fois tous les invités partis, Beauchamp et Alice se promènent dehors, côte à côte. Quand Alice lui demande, avec un sourire espiègle, un baiser sous le gui, Beauchamp sursaute et tombe à la renverse dans la neige. Ce moment lui rappelle la toute première fois où il lui avait avoué ses sentiments et dit qu'il voulait construire une vie avec elle, ce qu'il avait alors profondément étonné. Maintenant, il la remercie d'avoir apporté tant de chaleur et de lumière dans son existence. Alice accepte ses mots comme son plus beau cadeau de Noël, mais lui demande de la faire sienne, elle aussi. Elle s'allonge à ses côtés dans la neige et lui dit que, puisqu'ils vont continuer à vivre ensemble, elle souhaite partager avec lui aussi bien la chaleur que le froid qu'il ressent. Cette nuit-là, Alice a fait un rêve, un voyage dans le passé, à l'époque où elle vivait encore dans le manoir familial de Beauchamp et où sa mère, Sharon, la femme de chambre en chef, était toujours en vie. Sharon gardait Alice près d'elle pendant qu'elle travaillait et Alice observait l'admiration des autres domestiques pour sa mère, ce qui la remplissait d'une immense fierté. Un jeune Beauchamp est passé en courant devant elle, les saluant d'un geste vif et joyeux. Alice, toute timide, lui a rendu son salut. Sharon a alors taquiné sa fille, lui demandant si elle voulait être l'amie de Beauchamp, et même si Alice refusait de l'avouer, Sharon percevait aisément ses véritables sentiments. Puis Rob s'est approché, et Alice s'est aussitôt dissimulée derrière la jupe de sa mère, avant de lui confier qu'elle espérait un jour devenir quelqu'un d'aussi admirable que Sharon. Rob lui a répondu qu'il attendrait patiemment le jour où elle viendrait travailler à ses côtés, au manoir. Plus tard, Sharon a raccompagné Alice dans sa chambre pour qu'elle se repose, lui rappelant sa santé délicate et fragile. Elle l'a serré tendrement dans ses bras et lui a dit qu'elle l'aimait. Soudain, Alice se réveille de son rêve, s'accrochant désespérément à la chaleur d'une personne qui n'est plus là. Pendant ce temps, Viola prend son petit déjeuner avec sa famille. Après les événements de Noël, elle sait pertinemment que leur mère est furieuse de l'absence de Walter et de la sienne. Ailleurs en ville, après que Viola ait vivement encouragé Zane à laisser Cuff prendre son indépendance, ils ont finalement autorisé Cuff à faire ses courses toute seule. Zane la suit de loin, à bonne distance, inquiet mais résolu à lui accorder son indépendance. Là, Cuff fait ses emplettes. Au début, tout se déroule sans accroc, mais quand le vendeur lui demande de payer en espèces, Cuff ne saisit absolument pas ce que cela veut dire. Zane hésite, ne sachant pas s'il doit intervenir, mais Cuff, par elle-même, déduit que cash signifie argent liquide et paie correctement. Ravie, elle achète un pain tout moelleux et le sert joyeusement contre elle. Soudain, un jeune garçon tente de la voler, mais étant une sorcière puissante, Cuff l'attrape sans la moindre difficulté. Le garçon se débat pour se libérer et glisse dangereusement vers une balustrade acérée, mais Cuff l'attrape prestement et le sauve. Submergé par la culpabilité, il s'excuse. Et quand Cuff remarque ses affaires éparpillées, elle se précipite pour les ramasser, mais découvre que Zane est déjà en train de les récupérer, lui révélant ainsi qu'il l'a surveillée durant tout ce temps. De retour au manoir, Alice trouve Beauchamp arpentant la pièce sans repos. Elle lui propose de l'accompagner jusqu'à ce qu'il s'endorme et dans sa chambre, elle s'allonge à ses côtés. Beauchamp lui demande de partir une fois qu'il dormira, mais en essayant de se reposer, il ne peut s'empêcher de fixer la femme qu'il aime, ce qui le maintient totalement éveillé. Elle le surprend et lui propose taquine d'enlever sa robe, car c'est ainsi qu'elle dort d'habitude, mais Beauchamp la supplie de ne pas le faire, craignant de la transformer en poussière. Il l'imagine même en succube, et en l'entendant, Alice recommence à se déshabiller, mais il l'arrête en catastrophe, lui rappelant que Rob pourrait entrer et faire une crise cardiaque en les voyant dans cette situation compromettante. Elle lui propose d'aller casser le lit quand même, mais Beauchamp refuse, insistant sur le fait qu'il est indécent pour un couple non marié de partager un lit comme sa mère le lui a enseigné. Alice lui demande ce qu'il pense de sa mère maintenant, et Beauchamp admet qu'il rêve toujours de briser la malédiction et de retrouver la table familiale aimée comme avant.
Il jure qu'une fois la malédiction levée, il persuadera sa mère de lui permettre d'épouser Alice, même si elle n'est qu'une domestique. Il est même prêt à abandonner sa propre famille royale si la vieille mégère refuse. Alice le supplie de ne pas faire ça, ne voulant pas le voir les perdre, mais Beauchamp dit qu'ils doivent d'abord se concentrer sur la rupture de la malédiction. Après qu'il se soit endormi, Alice quitte discrètement la pièce, mais devant la porte, elle rougit profondément en pensant à quel point il l'aime. Elle cherche Rob pour parler et ses mots le ramènent au passé, à l'époque où Beauchamp retrouva progressivement la joie de vivre grâce à Alice. Rob se souvient à quel point il s'était senti effrayé lorsqu'on lui avait confié la tâche d'élever Beauchamp, ne sachant pas comment s'occuper d'un enfant. En grandissant, il se disputait souvent durant la période sombre où Beauchamp souhaitait la mort. C'est alors que Rob a cru que le garçon avait besoin de compagnie de son âge et il s'est souvenu d'Alice. Il l'a retrouvée et lui a offert du travail. Quand Alice a appris qu'elle reverrait Beauchamp, elle a accepté immédiatement, quittant sa tante abusive et commençant une nouvelle vie. Cela a rempli Rob de soulagement de voir plus tard Beauchamp rire à nouveau, sachant qu'Alice en était la raison. Maintenant, il est surpris qu'Alice elle-même soit partagée, aimant Beauchamp mais ne voulant pas qu'il abandonne sa famille pour elle. Rob la rassure en lui disant que ses sentiments ne sont pas faux et que son lien avec Beauchamp ressemble à une œuvre du destin. Plus tard, arpentant les couloirs, Rob entend de la musique de piano et voit Beauchamp jouer tandis qu'Alice écoute à proximité. Il l'encourage à chanter et la voix d'Alice s'élève avec la mélodie pure et gracieuse et elle presse Beauchamp de la rejoindre. Surpris par la demande, ils chantent néanmoins pour lui faire plaisir, leurs voix se mêlent et en suivant les paroles, Alice glisse une phrase espiègle lui demandant de l'épouser. Beauchamp rougit et met brusquement fin à la chanson, déclarant la nuit terminée. Ensuite, il remercie Alice d'être toujours restée à ses côtés, lui donnant l'espoir qu'il brisera un jour la malédiction. Il promet qu'il la ramènera un jour chez lui. Alice ne répond pas, elle lui souhaite seulement bonne nuit et quitte sa chambre. En s'éloignant, elle murmure une excuse, disant qu'ils ne pourront jamais vraiment être ensemble parce qu'elle n'est qu'une simple servante comparée à lui, avant de demander silencieusement pardon à sa mère. Beauchamp apparaît soudainement à ses côtés et lui propose de l'escorter jusqu'à sa chambre. Elle refuse, mais il insiste, disant qu'il veut la traiter comme une dame. En entendant cela, Alice se penche et lui murmure qu'elle le désire profondément. Puis elle se glisse dans sa chambre, laissant Beauchamp figé de suspense, incertain de ce qu'elle voulait vraiment dire. Pendant ce temps, Viola et Walter cherchent des indices sur la malédiction de Beauchamp, tandis que Walter travaille de l'autre côté de la pièce. Viola trouve un registre de domestique, l'emporte avec elle et laisse Walter coincé dans un tonneau. En passant devant sa mère, elle cache le livre derrière son dos, mais sa mère réprimande toujours sa tenue et lui ordonne de s'habiller de manière plus féminine. Peu après, Viola revient dans une nouvelle robe et sa mère insiste pour qu'elle s'habille ainsi désormais au lieu de ses vêtements habituels, pathétiques et de clocharde. Viola essaie de défendre son ancien style, mais sa mère refuse, disant que ce n'est pas son choix. Frustrée, Viola se plaint à Alice et Beauchamp de ce qui s'est passé et déclare qu'elle vivra avec eux à la place, refusant de rester plus longtemps avec sa mère cruelle. Tandis que Beauchamp la presse de rentrer chez elle, Viola propose de devenir l'une de ses domestiques et supplie Alice de le convaincre afin qu'elle puisse vivre librement loin de sa mère. C'est alors que Rob apparaît et quand il complimente sa tenue, Viola change instantanément d'avis et adopte son nouveau look avec enthousiasme. Cette nuit-là, Viola reste dans la chambre d'Alice avec Alice et Keuf et après s'être mise en pyjama, elle passe une soirée pyjama entre filles à discuter de romance. Viola demande à Keuf qui elle veut épouser, mais Keuf esquive la question en la chatouillant. Viola donne ensuite à Alice l'ancien registre des domestiques, croyant qu'il contient des indices pour briser la malédiction, et Alice l'accepte avec gratitude. Les trois essaient de partager le petit lit d'Alice, et tandis que Viola et Keuf se disputent pour savoir qui doit dormir dehors, Alice rigole, heureuse d'avoir de la compagnie. Pendant ce temps, une chouette observe de l'extérieur, et à travers ses yeux, Daleth les observe depuis le royaume des sorcières. Elle convoque Zane, le confronte et lui ordonne d'accomplir une tâche. Plus tard, alors qu'Alice lit le registre, Rob apparaît et elle lui montre le livre rempli de notes de domestiques, y compris sa propre écriture. Une entrée mentionne deux femmes vêtues de nonnes visitant le manoir, et Alice réalise que des sorcières sont venues là avant, mais quand elle demande à Rob, il dit ne se souvenir de rien. Zane apparaît ensuite avec le message de Daleth qu'elle veut être amie, ce qui, dans son langage, signifie qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec eux après leurs actions au sabbat des sorcières. Zane les assure que lui et Keuf les aideront toujours, et quand il demande ce qu'est le livre qu'Alice tient, elle explique que c'est l'ancien registre qu'elle compte lire plus tard. Plus tard, Alice trouve Zane arpentant la salle de piano avec Beauchamp à ses côtés. Quand Zane taquine Beauchamp à propos de sa confession à Alice, Beauchamp déclare audacieusement qu'Alice lui appartient à lui seul. Alice l'entend et manque de s'effondrer de honte. Quand elle essaie plus tard de lire le registre, elle découvre qu'il a disparu, ignorant que Zane l'a pris sur ordre de Daleth pour le détruire et protéger les secrets de la sorcière. Zane résiste initialement, mais Daleth menace de donner Keuf en pâture au chien de l'enfer, le forçant à obéir. Alors qu'il s'apprête à brûler le livre, Beauchamp arrive et demande pourquoi. Zane avoue la vérité sur sa mission et sa peur de perdre Keuf, puis rejette le livre, incapable de détruire quelque chose lié à la gentillesse qu'il a reçue de Beauchamp et des domestiques.
À sa grande surprise, Beauchamp lui rend le livre et lui dit de le brûler quand même, car il ne peut pas non plus risquer la sécurité de Cuff, qu'il considère comme une amie. Ému par la compassion de Beauchamp, Zane jure de l'aider. Il révèle que Dalet les observe constamment, alors il fait semblant de détruire le livre avec de la magie, mais garde secrètement un petit bout de papier. Car tant que ce fragment survit, le registre existe toujours, et ils doivent attendre que Dalet cesse de les surveiller avant de le relire. Zane demande à Beauchamp d'agir comme si le livre était vraiment parti, et Beauchamp s'exécute, s'effondrant à genoux et suppliant pour son retour. Il ment ensuite à Alice, affirmant qu'il a pris le livre lui-même parce qu'il voulait le lire, protégeant ainsi son plan et celui de Zane. Plus tard, Beauchamp promet de protéger Alice de tout, faisant écho aux mots que sa mère lui avait autrefois dit. Pendant ce temps, malgré avoir vu le livre détruit, Dalet doute toujours de la loyauté de Zane. Elle retire son masque et ouvre une tombe devant elle, révélant le corps préservé de Sharon, la défunte mère d'Alice. Quelques jours plus tard, Beauchamp reçoit une lettre de sa mère lui demandant de rentrer chez lui. Voyant son expression partagée, Alice essaie de lui remonter le moral avec ses stratagèmes espiègles, et Beauchamp admet que ce sera la première fois qu'il verra sa mère en 10 ans. Bien que nerveux, il veut quand même la rencontrer après si longtemps et il avoue qu'il espérait l'affronter seulement après avoir brisé sa malédiction. Comme il ne l'a pas fait, il imagine sa déception. Alice sent sa détresse et elle veut le réconforter, mais se retient et propose plutôt de l'accompagner à la résidence principale. Ils s'y rendent ensemble et tandis que Rob et les sorcières restent derrière, Rob est conscient que cette rencontre mettra Beauchamp à l'épreuve. À leur arrivée, Viola l'accueille et explique que leur mère souhaite le voir seul. Alice dit à Beauchamp qu'elle rendra visite aux autres domestiques, le laissant affronter sa famille. Alors qu'il est conduit à la chambre de sa mère, Walter admet discrètement qu'il lui a déjà parlé de la visite de Viola au domaine de Beauchamp. Et à l'irritation de Walter, Beauchamp ne montre aucune colère envers lui. Puis, quand Beauchamp entre, les émotions le submergent à la vue de sa mère après 10 longues années. Cependant, elle le salue simplement avec une froide déception qu'il n'ait toujours pas brisé la malédiction. Beauchamp essaie de parler de sa relation avec Alice, mais elle le coupe court et lui ordonne de poursuivre la discussion le lendemain. Pendant ce temps, Alice est choyée par les domestiques, qui s'émerveillent de voir à quel point la fille de Sharon a grandi. En se rendant à sa chambre, elle rencontre la mère de Beauchamp, qui sursaute en la voyant, la prenant pour Sharon. La gouvernante clarifie que la jeune fille devant elle est Alice, pas Sharon. Elle explique plus tard à Alice qu'après la mort de Sharon, la maîtresse a complètement changé, car Sharon avait été sa plus proche amie. Cette nuit-là, avant qu'Alice ne s'endorme, Beauchamp lui rend visite et admet qu'elle lui a terriblement manqué, malgré n'avoir été séparés que quelques heures. La confession tente Alice et elle se penche pour l'embrasser, et bien qu'il ne désire rien de plus que de l'embrasser en retour, Beauchamp se retire, ne voulant pas risquer de la perdre à cause de sa malédiction. Après son départ, Alice reste éveillée, souhaitant qu'il dévore complètement ses lèvres et sa langue. Le lendemain matin, Viola emmène Beauchamp à l'endroit où il a été maudit. Sur la tombe, Beauchamp reconnaît l'endroit immédiatement. Il se souvient avoir cherché un trèfle à 4 feuilles pour Alice quand une sorcière lui a soudainement pressé le dos et a déclaré qu'il n'aimerait jamais. En revenant, ils croisent leur mère et Beauchamp la salue, mais elle critique froidement les vêtements de Viola et rappelle à Beauchamp qu'ils reprendront leur discussion au dîner, le prévenant de ne pas être en retard. Beauchamp essaie de réconforter Viola, mais elle l'assure qu'elle est habituée à un tel traitement. Elle confie que malgré leur appartenance à une famille puissante, ni elle ni Walter ne peuvent vivre librement sous le contrôle de leur mère. Ce soir-là, au dîner, Beauchamp s'assied loin de la table pour éviter de toucher qui que ce soit. Leur mère annonce qu'avec leur père hospitalisé, un nouveau chef de famille doit être choisi, et si Beauchamp ne parvient pas à briser sa malédiction d'ici le printemps, le titre passera à Walter. Alors qu'elle s'apprête à le congédier, Beauchamp demande à discuter d'autre chose. Il parle d'Alice et sa mère remarque qu'Alice lui rappelle Sharon. Beauchamp est d'accord et loue Alice comme une femme extraordinaire, mais quand il déclare son intention de l'épouser, sa mère rit, insistant que quelqu'un comme lui ne pourrait jamais épouser une simple domestique, une paysanne de bas étage, et encore moins avoir des enfants avec elle. La colère éclate en Beauchamp et il déclare audacieusement qu'Alice est la raison pour laquelle il vit encore, celle qui a redonné de la chaleur à sa vie maudite. Il jure de l'épouser et insiste que ni sa vie ni celle de ses frères et sœurs n'appartiennent à leur mère, car ils ont le droit de choisir leur propre chemin malgré leur statut noble. Avec cette déclaration finale, il quitte la pièce pour rentrer chez lui et ses frères et sœurs l'accompagnent jusqu'à la calèche. Sans qu'ils le voient, leur mère ressent de la fierté pour l'homme qu'il est devenu comparé au garçon fragile qu'il était autrefois. Viola et Walter louent à la détermination de Beauchamp et après les adieux, lui et Alice partent pour le manoir. De retour à la maison, ils jouent aux cartes avec Rob et Beauchamp partage qu'il doit briser la malédiction d'ici le printemps. Après que Rob se soit endormi, Beauchamp et Alice continuent avec une partie de pouilleux. Quand il ne reste que 2 cartes, Alice lui dit de choisir attentivement, disant que son choix reflète la décision entre sa famille et l'épouser. Beauchamp tire d'abord le roi, sa famille, mais le refuse et relance la partie. Puis il promet qu'il choisira toujours son amour pour elle, même quand il n'y aura plus d'options. Ensuite, Beauchamp s'endort, et tandis qu'Alice drape une couverture sur lui, elle lui dit doucement qu'elle l'aime aussi, espérant que le destin sera de leur côté à l'avenir.
Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous le garçon maudit et la servante plantureuse. Et si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.